Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, bien que je sois un scientifique qui travaille en sciences de l'environnement, mais plutôt sur les aspects gestion des terres, des forêts, ma recherche ne concerne pas directement la gestion donc, du rayonnement solaire. Et donc, je vais vous parler ici, non pas en tant que spécialiste de cette question, mais en tant que membre du Group of Chief Scientific Advisors, donc les conseillers scientifiques en chef de la Commission européenne, parce que l'année passée, à la demande de Frank Timmermans, nous avons produit un rapport, ça nous a pris à peu près un an, sur cette question. Un petit mot sur ce mécanisme de conseil scientifique de la Commission européenne. Donc, nous conseillons le collège des commissaires, les 27 commissaires, qui typiquement nous approchent avec une question, souvent transversale, interdisciplinaire, complexe. On négocie un peu l'intitulé exact de la question. Et puis, nous formons un groupe de travail avec un peu les meilleurs scientifiques de cette question au sein des académies européennes, une vingtaine, qui se réunissent, qui font une série de workshops pendant plusieurs mois et qui font une revue de la littérature, un état de l'art. Nous, comme conseillers scientifiques, on écoute, on assiste, on apprend, on n'influence pas ce processus, on lit énormément. Et puis, sur cette base, ensuite, on rédige une série de recommandations au collège et ensuite, on passe pas mal de temps à présenter ces recommandations à qui veut les entendre. C'est un processus tout à fait transparent. Donc, les 3 rapports qui ont été publiés dans ce cadre sont disponibles depuis le début online en libre accès. Donc, le premier, c'est le rapport technique des scientifiques, des experts qui ont vraiment revu en détail toutes les données scientifiques. Le deuxième, ce sont nos recommandations politiques. Et il y a même un 3e rapport dans ce cas-là sur toutes les dimensions éthiques liées à cette question, rédigé par des philosophes, des sociologues, etc. Alors le contexte, eh bien, on le connaît, évidemment, c'est ce réchauffement climatique qui s'accélère. Une des hypothèses de cette accélération, et probablement une des causes, certainement pas la seule, est qu'il y a eu, il y a quelques années, des nouveaux règlements internationaux sur les carburants utilisés en transport maritime pour diminuer le contenu en soufre de ces carburants. Et donc, ce nettoyage un peu de ce carburant, cette diminution de la pollution du transport maritime, a un peu nettoyé l'atmosphère, a supprimé une série d'aérosols réfléchissants qui étaient émis dans l'atmosphère. Et donc, les gens se sont dit, au fond, et donc ça serait contribué à la réduction de la température. Un des facteurs. On ne connaît pas encore l'ampleur exacte. Comment ? À l'augmentation des températures. Merci beaucoup. Diminution de la pollution, augmentation des températures. Merci. Et donc là, les gens se sont dit, au fond, ça marche. C'est vrai que si on agit sur la quantité d'aérosols réfléchissant dans l'atmosphère, on a un impact vraiment sur les températures. Alors, ce n'est pas une nouvelle idée, ce n'est pas une idée qui date d'il y a quelques années, hein, ça date déjà des années 70, j'allais 70, je suis belge, mais 70, hein, un Russe qui avait déjà suggéré ça. Et ce qui a vraiment donné un peu un boost à cette idée-là, c'est une publication qui associe Paul Crutzen. Paul Crutzen, prix Nobel en chimie, pour ses travaux sur la chimie de l'atmosphère liée au trou de l'ozone, et donc qui a relancé un peu cette idée déjà en 2008. Mais j'ai souligné en rouge déjà dans cet article, il soulevait quand même très clairement les problèmes légaux, moraux, éthiques, financiers, de gouvernance qui seraient associés à ce type d'action. Alors de quoi s'agit-il ? On doit revenir à ce bilan radiatif de la Terre. Hein. Qu'est-ce qu'on a ? On a du rayonnement solaire, longueur d'onde courte, hein, donc lumière visible infrarouge proche, qui vient du Soleil, dont une partie est réfléchie naturellement par l'atmosphère, les nuages, les aérosols, une partie est réfléchie par la surface, et le reste est absorbé par la surface terrestre. Et cette énergie absorbée est ensuite réémise en rouge ici par la Terre, mais alors à ce moment-là, c'est de la chaleur, donc de l'infrarouge thermique, des longueurs d'onde longues, hein, et cette chaleur est réémise, mais évidemment, les gaz à effet de serre, Dieu merci, retiennent une bonne partie de cette chaleur au niveau. Donc, il y a seulement une petite fraction qui traverse toute l'atmosphère. Notamment les nuages, évidemment, riches en vapeur d'eau. La vapeur d'eau est le gaz à effet de serre principal. Et donc, l'idée ici n'est rien moins que de prendre contrôle de ce bilan radiatif, de gérer ce bilan radiatif à notre avantage. Avec 5 technologies qui ont déjà été mentionnées. Donc, on va injecter des aérosols réfléchissants au niveau de la stratosphère. Donc, on augmente la part du rayonnement solaire qui est réfléchi au niveau de la stratosphère.
2, on peut éclaircir le sommet des nuages en mettant des sels. Donc là aussi, on augmente la part du rayonnement solaire qui réfléchit, mais beaucoup plus bas, au niveau des nuages, pas au niveau de la stratosphère. 3, on peut amincir les cirrus d'altitude. Alors là, c'est tout à fait différent. Ça, c'est permettre à plus de chaleur de sortir du système, puisque la vapeur d'eau retient donc cette chaleur. Quatrièmement, on peut augmenter l'albédo de surface, donc éclaircir la surface, peindre les rues en blanc, les toitures en blanc, les maisons en blanc, mais aussi, par exemple, injecter du sel marin à température négative sur la glace de mer pour blanchir un peu cette glace de mer. Donc là aussi, on augmente la part du rayonnement solaire qui réfléchit, mais cette fois-ci au niveau de la surface, donc soit au niveau de la stratosphère, des nuages ou de la surface. Et alors, un peu dans la science-fiction, donc envoyer des grands miroirs spatiaux qu'on déploierait à un point particulier, qu'on appelle le point de Lagrange, et qui réfléchirait une partie du rayonnement. Ces technologies peuvent être vues selon 3 approches, 3 stratégies très différentes. Le premier, c'est la plus ambitieuse, c'est la notion de thermostat. Vous êtes dans votre salon, il fait un peu plus trop chaud, trop froid, mais vous réglez votre thermostat pour avoir exactement la température qu'il vous faut pour regarder la télévision. Donc, certains disent, voilà, utilisons ces technologies pour régler exactement le thermostat de la température mondiale. Un autre, un peu plus raisonnable, est de dire on est sur des trajectoires quand même de pari, de diminution des gaz à effet de serre, de contrôle de la température, mais on va rater nos objectifs. L'année passée, on était déjà au-dessus de 1,5 degré centigrade. Et donc, de manière temporaire, gardons cette ambition d'inverser la courbe des émissions et des températures, mais étant donné qu'il y aura un dépassement, en anglais, on va parler de overshoot, essayons d'utiliser ces technologies pour minimiser les inconvénients majeurs de cette période temporaire de dépassement. Déjà un peu plus modeste. Et alors la troisième, qui peut paraître plus raisonnable, c'est faisons un déploiement régional de ces technologies. Dans ce cas-là, c'est essentiellement la deuxième, donc éclaircissement de certains nuages de basse altitude, au-dessus d'écosystèmes qui sont particulièrement vulnérables. La grande barrière de corail en Australie, ils sont déjà en train de faire cette expérience. L'Arctique, on sait que c'est une zone très très sensible, avec un feedback très important, une rétroaction très importante. Donc un déploiement régional de certaines de ces technologies. Mettons quand même quelques chiffres là-dessus pour voir de quoi on parle. Si on se concentre sur la première technologie, l'injection d'aérosols stratosphériques, qui est quand même la technologie la plus discutée, la plus à court terme, qui paraît la plus réaliste, il faudrait évidemment injecter ces aérosols à 25 km d'altitude. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'avions qui volent à 25 km d'altitude. Les avions qui volent le plus haut, ce sont des avions espions, ce Lockheed U-2 Dragon Lady, qui va à 21 km d'altitude, mais avec une capacité de charge très très faible. Impossible d'aller mettre des tonnes de SO2 dans cet avion. Le Concorde, on était à 18 km d'altitude. Donc déjà, il faudrait inventer la technologie pour voler à ces altitudes-là. Pourquoi c'est important? Mais si vous mettez ces aérosols dans la stratosphère, ils vont rester là à peu près 1 an. C'est ce qui se passe avec une éruption volcanique. Mais si vous la mettez dans l'atmosphère, vous envoyez un petit ballon, etc. Là, ils vont passer 1 semaine dans l'atmosphère, dans la troposphère, et puis ils vont retomber très très vite. Donc là, la quantité injectée, évidemment, augmente considérablement. Imaginons qu'on arrive à mettre ces aérosols dans l'atmosphère, on parle quand même de 5 à 10 millions de tonnes d'aérosols par an. Alors faisons un petit calcul, back of the envelope, la grande louche. Donc imaginons qu'on invente des avions qui peuvent aller aussi haut, ils pourront porter de l'ordre de 15 tonnes de ces gaz par vol. Donc on parle de 800 à 1800 vols par jour. Par jour. Imaginez un peu le carburant que ces avions vont consommer, les CO2, etc. qui vont... Et donc ça, c'est beaucoup plus, par exemple, que la flotte de Federal Express, vous savez, qui fait ce transport de colis là, tous les jours. Là, ils ont moins de la moitié de ce nombre. Et si on met des chiffres là-dessus, alors des chiffres qui viennent un peu des gens qui défendent cette technologie, disent oui, c'est pas cher, ça va être entre 18 à 107 milliards de dollars US par an, pour compenser 1 degré de réchauffement. En réalité, ça paraît quand même très, très, très optimiste comme estimation. Alors, à ce stade-ci, vous pourriez dire, pourquoi on parle même de ce truc, quoi. On est dans la fantaisie, mais pas du tout. Vous avez eu la chance, vous n'avez pas rencontré de scientifiques qui défendaient ces technologies. Nous, on en a rencontré beaucoup dans le monde anglo-saxon.
hein, notamment ici David Keith, très très bon professeur, il était professeur à Harvard, aujourd'hui à l'Université de Chicago. Il obtient des dizaines de millions de dollars de financement, essentiellement de fondations philanthropiques. Donc pas du financement public, Fondation Bill Gates, Fondation Soros, etc. Donc très peu de contrôle démocratique sur ce financement. Je passe une partie de mon temps à l'Université de Stanford. Dans la Silicon Valley, il y a une petite start-up qui vous vend des cooling credits. Hein, vous avez été en avion, vous avez, etc. Mais il n'y a pas de problème, vous pouvez compenser. Vous nous achetez pour quelques milliers de dollars un crédit de refroidissement de l'atmosphère. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des ballons comme ça qui gonflent, ils mettent un peu de SO2 là-dedans, ils envoient ça dans l'atmosphère, le ballon éclate à une certaine altitude, ils disent voilà, on a refroidi le climat, donc surtout continuez à utiliser l'avion, pas de problème, payez-nous en échange. Donc ça existe, c'est commercial, ils font beaucoup d'argent avec ça aujourd'hui. L'année passée, quand j'étais au mois d'avril dans la Silicon Valley, à Stanford, on apprend tout d'un coup, en plein avril, que l'Université de Washington, des collègues très respectés, très raisonnables, avaient entamé une expérience grandeur nature au cœur de la Bay Area, de la Silicon Valley, donc au large de San Francisco, blanchiment du sommet des nuages dans la Bay Area. Donc ils avaient sur un porte-avions, un ancien porte-avions qui est un musée là, en face de la baie en face de San Francisco, dans la baie. Ils prenaient du sel marin qu'ils injectaient avec cette espèce de gros canon et puis ils mesuraient un peu l'effet que ça pouvait avoir. Ils n'avaient prévenu personne, ils n'avaient consulté personne, c'est une zone très habitée, on est à quelques dizaines de kilomètres de la vallée centrale qui produit 80% des fruits et légumes des États-Unis, avec un risque évidemment que tous ces sels se déposent sur les sols agricoles. Et pas plus tard que la semaine passée, le Guardian a annoncé que la Grande-Bretagne vient de lancer un programme avec 57 millions de livres sterling pour la recherche sur la géoingénierie solaire. Pas la géoingénierie raisonnable, mais la géoingénierie solaire. Donc tout ça, ça se passe, quoi. On n'est pas dans la science-fiction, quoi. Alors, je vous dis, on a rassemblé ce groupe d'experts, aussi bien des sciences climatiques, physiques, que des sciences sociales. C'était ça vraiment l'intérêt de ce travail. Et en quelques minutes, je résume ici des mois de travail, des centaines de pages de rapports. Ils disent en effet, on voit que l'état des connaissances montre que cette modification des rayonnements solaires pourrait contrecarrer certains aspects des émissions de gaz à effet de serre, essentiellement la température, évidemment. Pas du tout les autres aspects qui seraient liés à l'augmentation de la concentration de CO2, notamment l'acidification des océans, qui est quand même un problème très important. Mais de manière très importante, cette intervention aurait un impact sur la température qui varie très fort d'une région à l'autre, et même d'une saison à l'autre. En d'autres termes, on parviendrait à diminuer la température moyenne globale, mais on ne recréerait pas un climat pré-changement climatique. On créerait un autre climat, un autre pattern climatique, moins chaud que celui sous un scénario de réchauffement climatique, mais où les précipitations et les températures, géographiquement, seraient distribuées différemment. En particulier, un risque clair d'affaiblir la mousson, moins de pluie en Asie, au Bangladesh, etc., ils n'ont pas besoin de ça, et surtout de diminuer, d'affecter le mouvement du front de convergence intertropicale, qui apporte, vous le savez, les pluies, par exemple, au Sahel. Vous savez que ce front de convergence intertropicale arrive dans la zone sahélienne en Afrique, il passe 2-3 mois, puis redescend, et s'il est à 100 km plus bas, c'est une sécheresse. Il ne pleut pas au Sahel, donc il y a ce risque très important. De manière quand même assez inquiétante, l'essentiel des risques négatifs liés à cette altération du climat serait essentiellement dans les pays tropicaux. Inutile de préciser, ceux qui ont le moins contribué au changement climatique, qui déjà en subissent les conséquences les plus graves, mais qui subiraient en plus les conséquences les plus graves d'une manipulation volontaire du climat. Donc un problème de justice très important. Évidemment, si on modifie les températures, forcément on a un impact sur le cycle hydrologique, l'évaporation, la transpiration, les précipitations, donc on modifie ça. Et on a des tas d'autres effets, très peu étudiés, très peu compris. Toute la croissance de la végétation repose sur le rayonnement solaire pour la photosynthèse, et donc forcément on va altérer la photosynthèse, donc les rendements agricoles, etc. Dans quelle mesure, c'est très peu connu. On pourrait avoir des pluies acides, puisqu'on va injecter des sels dans l'atmosphère.
l'énergie solaire, le secteur de l'énergie photovoltaïque et solaire qui se déploie, ben forcément, si on diminue le rayonnement solaire incident, ben on va diminuer le rendement de ces infrastructures, de nouveau dans une mesure qui est très très peu connue. Alors, quel est l'état de la science là-dessus? Ben, jusqu'à présent, tout ça est essentiellement étudié via des modèles. Des modèles de simulation, les modèles de simulation climatique, mais qui sont très bien pour faire des projections globales à long terme, mais qui ne sont pas très précis pour tous ces processus à plus petite échelle, formation des nuages, formation des précipitations, croissance végétale, etc. Donc finalement, le caractère très grossier, la résolution grossière de ces modèles ne permet pas de saisir systématiquement tous ces effets non intentionnels. Dans un autre domaine, non seulement il est important de pouvoir modéliser et prédire ce que seraient les impacts de cette intervention, mais il faudrait aussi pouvoir la mesurer. Pour ça, évidemment, il faut un système de satellites qui mesure la composition chimique de l'atmosphère. Certains de ces satellites existent, mais peut-être pas avec un niveau de précision suffisant pour pouvoir détecter une intervention qui ne serait pas déclarée par un pays ou une compagnie privée. L'Europe ne possède pas ce genre de satellite opérationnel. Donc c'est essentiellement les États-Unis. Donc si les États-Unis, on connaît le régime américain aujourd'hui, décidaient de manière unilatérale, sans informer la communauté internationale, de commencer à jouer avec ce genre de technologie, l'Europe n'a pas la capacité de détecter ce genre d'intervention aujourd'hui. Alors, l'aspect un peu plus sciences sociales, ben finalement, quand on fait des enquêtes d'opinion, le public est très, très, très peu familier avec ce genre de technologie. Il y a une compréhension très faible. Alors, évidemment, c'est impossible d'envisager un déploiement mondial à long terme sans que le public, au sens large, comprenne de quoi il va s'agir et la perception que les gens peuvent avoir de ces technologies dépend très très fort de leur expérience personnelle, de leur vécu par rapport à un changement climatique. Si vous êtes de Valence ou de Verviers en Belgique, où il y a des très très grosses inondations, vous avez dit ben oui, allons-y, quoi, parce que là, des inondations comme ça, c'est très dangereux. Si par contre vous n'avez pas été touché personnellement par ce genre d'événement, vous dites ben, ça me paraît très risqué, quoi. Alors, il y a des coalitions d'acteurs très différents, qui ont des visions très différentes par rapport à ces technologies, selon qu'on soit des acteurs publics, commerciaux, la société civile, etc., les institutions académiques. Dans le public des décideurs, ou en tout cas des bureaucrates qui travaillent sur le financement de la recherche, la mise en œuvre de politiques climatiques, on voit quand même un groupe de gens qui sont en faveur, peut-être pas du déploiement, surtout pas du déploiement aujourd'hui, mais en tout cas, ça vaut la peine d'explorer ce genre de technologie, faisons plus de recherche, essayons de comprendre, etc. Donc il y a quand même un intérêt clair auprès de certains groupes politiques, pas tous, mais c'est bien clair. Alors, les préoccupations, c'est la question de la justice, j'en ai parlé. Ça pourrait être déployé par un pays riche, avec des effets très négatifs sur des pays très pauvres, avec toute une série de questions de justice, de compensation, de consultation, etc. Il y a l'aspect économique, j'ai donné le chiffre, ça coûte très cher, évidemment. Évidemment, il y aura des bénéfices. Et l'argument clé, je dis, moi j'ai abordé ce sujet comme conseiller scientifique avec un regard tout à fait vierge, tout à fait neutre. Et le premier argument que les défenseurs de ces technologies m'ont expliqué, c'est la notion, bien sûr, il y a des risques avec la géométrie, mais comparons un peu ces risques aux risques du changement climatique, au risque de ne rien faire. Je reviendrai là-dessus, parce que ça, c'est crucial. Il y a la question de la gouvernance. Évidemment, il faudrait une gouvernance internationale, des traités internationaux pour pouvoir gérer à l'échelle mondiale ce genre de déploiement. Aujourd'hui, il n'y a aucune base pour ce genre de gouvernance. Il n'y a même pas de traité multilatéral qui pourrait servir de bon exemple pour concevoir ce type de gouvernance. Il y a des tas de traités internationaux sur les espèces exotiques, sur le trafic de bois, etc. Mais il y a même un traité militaire sur le déploiement de technologies climatiques en zone de conflit, etc. Mais il n'y a pas vraiment de modèle qu'on pourrait copier-coller en disant « tiens, adaptons-le pour gérer ce genre de questions ici », parce qu'il est quand même très particulier. Et quatrième point assez intéressant, lorsqu'on organise des workshops sur ce sujet, donc vous avez toute une audience de scientifiques, etc. Et puis dans le fond, vous avez toujours des gens tête rasée, dans le fond, qui disent rien. Et puis après, on dit, mais qui êtes-vous? Des militaires.
les militaires regardent de très près ce genre de technologie parce qu'évidemment, il y a un potentiel d'impact géopolitique très très important. Donc c'est certainement quelque chose qui est suivi de très près. Alors, quelques concepts très importants. Les plus importants, c'est peut-être la planche. J'ai appris un mot. En France, vous dites planche. Nous, on dit dia en France, en Belgique. Mais, donc, la planche la plus importante de ma présentation, quels sont les risques? Le premier a déjà été mentionné par l'orateur précédent. C'est ce qu'on appelle le risque moral, à savoir discuter de ces technologies, comme on le fait aujourd'hui, en parler, mais créer un peu cette sensation. Mais au fond, il y a peut-être un raccourci, une voie de sortie simple par rapport au changement climatique, qui est cette intervention majeure. Alors bien sûr, c'est pas parfait, mais donc au fond, mettons un peu, levons le pied de l'accélérateur sur l'atténuation. Et plus on légitimise ces technologies, mais au plus le risque est qu'on se dise, on ne sait jamais, ça va peut-être marcher dans 10 ans, donc pourquoi faire autant de sacrifices économiques à court terme quand on pourrait avoir une porte de sortie si agréable? Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la pente glissante. Un chercheur fait des simulations sur son ordinateur, dans son bureau, c'est la liberté académique, il fait une série de scénarios climatiques, puis il en ajoute un. Si on ajoutait maintenant des aérosols dans la stratosphère, pas de problème, on ajoute un scénario parmi 10 dans son... Okay. Après, il dit, mais il faudrait quand même que je valide mon modèle, donc faisons une petite expérience en extérieur, à l'échelle locale. On dit, voilà, c'est local, ça ne gêne personne. Et puis on va dire, c'est local, j'ai pas vraiment pu voir mon effet, faisons ça à l'échelle régionale. Là, on commence déjà à avoir des effets quand même sur des populations, sur le climat, sur la végétation, quoi. Et puis si ça marche à l'échelle régionale, on dit oui, mais voilà, c'était seulement à l'échelle... Essayons quand même à l'échelle mondiale, quoi. Et hop, on est parti, quoi. C'est la pente glissante, on met le doigt dans l'engrenage et on est très vite parti vers une recherche en extérieur à des échelles plus grandes qui très vite deviennent du déploiement. C'est plus la recherche, ça devient du déploiement. Le quatrième point, c'est donc les inégalités régionales, j'en ai déjà parlé, l'impact négatif sur les pays du Sud, le choc de faim, on parle en français, à parfois traduit ça, le choc de sevrage. Une fois que vous commencez, mais vous ne résolvez pas du tout le problème du changement climatique, vous le masquez. Vous masquez l'augmentation des températures, mais en attendant, évidemment, les gaz à effet de serre continuent à s'accumuler, quoi. Imaginons qu'on fasse ça, et puis après 10 ans, on dit « Ouh là là, c'est la catastrophe, la mousson s'arrête, la sécheresse au Sahel, les panneaux solaires, les rendements agricoles diminuent, donc on doit arrêter, quoi. » Ah non, vous ne pouvez plus arrêter, quoi. Parce que sinon, vous allez vous prendre 1 degré de réchauffement d'un coup. Ce qui serait apparu année après année, tout d'un coup, au moment où vous arrêtez, vous ramassez ça en pleine figure, évidemment, très rapidement. Donc ça, c'est un risque très grave. Une fois qu'on commence, on est en quelque sorte obligé à continuer jusqu'à ce qu'on ait vraiment diminué considérablement la concentration en gaz à effet de serre. Alors, un point très important que j'ai un peu découvert en écoutant ces experts, il y a des incertitudes, mais évidemment, il y a toujours des incertitudes avec une nouvelle technologie. Parfois, des gens disent « Oui, mais quand on a inventé le stylo à billes, des gens disent « Mais vous êtes fous, quelle technologie dangereuse !» Les gens vont arrêter de réfléchir. Parce que vous avez la plume, vous devez la tremper dans votre encrier, vous réfléchissez, qu'est-ce que j'écris après? Donc arrêtons le stylo à billes, c'est très... Donc est-ce que c'est la même chose ici? Est-ce qu'on a le même réflexe conservateur de refus d'une nouvelle technologie? Mais en réalité, l'incertitude ne vient pas tellement de la technologie elle-même. Elle vient de la complexité du système terrestre. Alors bien sûr, la technologie va s'améliorer. Bien sûr, on va trouver des avions qui voleront à 25 km d'altitude avec 15 tonnes. Mais on ne va pas changer la complexité, la non-linéarité, les rétroactions du système terrestre. Or, c'est ça le problème. On intervient quelque part dans le système terrestre et il y a des effets en cascade qui se propagent. Et donc, cette incertitude est fondamentale, intrinsèque. Elle va rester, quoi. Ensuite, il y a une série de conventions internationales qui existent déjà, et notamment une qui est un peu un garde-fou important pour nous. Ce n'est pas du tout dans le domaine climatique, c'est dans le domaine de la biodiversité. La Convention sur la biodiversité a inclus dans sa dernière conférence un article, j'ai oublié lequel, je pense 3 ou 6, je ne sais plus, qui interdit toute forme de manipulation du climat qui pourrait avoir un effet négatif sur les écosystèmes. Donc il y a déjà quand même quelque chose, quoi. Et enfin, donc il y a la question de ce qu'on appelle la dynamique des systèmes socio-techniques. On ne parle pas que de technologie ici. On parle d'évolution sociale également, d'évolution de la manière dont on conçoit notre rapport au monde, nos rapports aux inégalités, aux risques, etc. Et donc, c'est un domaine très complexe également.
Donc voilà un peu pour le rapport, ce que nous ont dit les experts. Et donc nous, conseillers scientifiques, avons digéré tout ça et de là avons sorti 5 grandes recommandations que je vais passer très rapidement. Oui, je suis bon. Alors, première chose, on rappelle, on va résoudre le problème du changement climatique par l'atténuation, par la diminution des gaz à effet de serre. Ça, c'est la solution. Tout le reste est un peu une distraction. Alors, il y a une espèce de hiérarchie. On peut commencer par, évidemment, faire une substitution des énergies fossiles, augmenter l'efficacité énergétique. Il y a toutes les solutions de captage du carbone dont on va parler dans les sols, dans la forêt, dans les forêts, etc. Et même le CCH, le CDR sont encore dans les hiérarchies des solutions acceptables de ce point de vue-là. Et donc, l'essentiel de l'effort, de la recherche, du déploiement doit être dans l'atténuation et évidemment l'adaptation, de plus en plus l'adaptation, parce que de toute façon, on va se prendre un réchauffement significatif. Deuxième recommandation, on recommande à l'Union européenne, au Collège des commissaires, d'acter un moratoire sur les déploiements. Un moratoire, un engagement de l'Europe de ne pas déployer cette technologie parce qu'il y a trop d'incertitudes. Si on veut être cohérent avec 2 principes clés de la Constitution européenne, le principe de précaution et le principe do no harm, ne faites pas de dommages, donc il faut être consistant de ce point de vue-là. Troisième recommandation, la plus difficile, et j'ai vu que c'était le cas aussi chez vous, ça concerne la recherche. Donc nous, on est uniquement basé sur une consultation d'un large panel d'experts, des dizaines d'experts. On avait vraiment 2 groupes. On avait ceux qui disaient ne touchez pas à ça même en termes de recherche, c'est trop risqué. Et d'autres qui disaient non, on ne va pas déployer, mais il faudrait quand même investir dans la recherche, on doit mieux comprendre cette technologie. Donc nous, on a trouvé une espèce de voie médiane en disant oui, il faut de la recherche, mais pas dans un but de déploiement, dans un but, d'équiper l'Europe pour pouvoir négocier ce traité international. Je suis une recommandation en avant, désolé. Avant de parler de la recherche, on avait dit négocier un traité international avec vos partenaires. C'était avant Trump, donc vous comprenez la naïveté aujourd'hui. Donc je reviens à la recherche. Donc on dit, pour que l'Europe soit équipée pour négocier un traité international, il est essentiel d'avoir une recherche avec trois accents principaux. Un accent fort sur les effets indirects, non intentionnels, cachés de ces technologies. Pas seulement les effets attendus, ben oui, la température diminue, tout va bien, Madame la Marquise, on continue. Donc vraiment bien faire attention aux aspects sociaux, écosystémiques, etc. Deuxièmement, une recherche qui nous permettrait de détecter un déploiement unilatéral par une firme privée. Aujourd'hui, une firme privée peut le faire, ou un pays qui ne l'affirmerait pas, donc toute la capacité d'observation par satellite. Et 3, une recherche sur la gouvernance, quelle forme de gouvernance multilatérale, internationale, pour être efficace, pour contrôler les effets délétères éventuels. Et finalement, mais ça évolue rapidement, et donc on propose quand même de revoir, de faire une évaluation scientifique approfondie tous les 10 ans, peut-être tous les 5 ans, si on a l'impression que cette recherche a fait des grands bonds en avant. Mais sincèrement, vu l'état de la science, notre évaluation est que jamais on n'arrivera à un niveau, à une connaissance qui permettra un déploiement sans risque de ces technologies, sauf peut-être pour les déploiements régionaux. Pour le déploiement régional, là, peut-être qu'il y a un potentiel. Suite à ces recommandations, le jour même où notre rapport est sorti, le commissaire à l'action climatique, Hoekstra, le Hollandais, a sorti une déclaration très publique disant évitons les distractions, telles que mettre beaucoup de ressources sur ce genre d'activité, et soyons sûrs qu'on s'attaque vraiment aux causes profondes du changement climatique, c'est-à-dire l'émission de gaz à effet de serre. C'est juste une petite phrase, mais vous savez, c'est comme ça que ça marche en politique. Un commissaire sort cette phrase et tout d'un coup, ça a des effets en cascade sur la DG Recherche. Donc on a eu beaucoup de discussions avec la DG RTD, Recherche et Innovation, parce qu'ils sont en train de concevoir le nouveau programme Horizon. Donc quels moyens doivent-ils mettre pour cette recherche? Très très peu, et surtout pas aux dépens des budgets qui étaient prévus pour la recherche sur l'atténuation et l'adaptation. Et je termine avec deux points. Donc je l'ai dit, l'argument qui est très convaincant quand on ne fait pas attention, c'est toujours cet argument risque contre risque. Ok, d'accord, il y a des risques, mais le risque du changement climatique. Et là, cet argument est fondamentalement biaisé, parce qu'en réalité,
comme je l'ai dit, le risque du changement climatique dépend de l'effort d'atténuation qu'on va investir. Or, au plus on va parler et faire miroiter la possibilité d'une géo-ingénierie qui va résoudre les problèmes à terme, au moins on va investir dans l'atténuation. Donc ce ne sont pas deux risques indépendants, ce sont deux risques qui sont très dépendants les uns des autres. Et donc, à force de parler de la géo-ingénierie, on augmente le risque du changement climatique puisqu'on diminue l'effort dans l'atténuation. Et c'est naturel. C'est naturel. Si je vous dis, vous avez un problème, je ne sais pas, de santé, je dis oui, mais vous savez, il y a un médicament qui est en recherche, et peut-être d'ici 5 ans, l'industrie pharmaceutique va sortir un médicament. On dit, bon, mais j'attends 5 ans et puis on verra, quoi, avant de faire des efforts majeurs sur votre alimentation ou autre, quoi. Et dernier point, puisque moi je partage mon temps entre l'Université de Louvain en Belgique et l'Université de Stanford, là où je suis au cœur de la Silicon Valley, là on est au cœur du monde des techno-optimistes. Les Musk et consorts qui disent on va résoudre tous les problèmes par la technologie, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Depuis quelques mois, une alliance entre ce milieu des techno-optimistes, Musk et consorts, et des isolationnistes, Trump, qui sort de tous les processus multilatéraux. Et donc là, il y a un danger très très grand. Des gens qui poussent très fort une avancée technologique, et puis on verra après, on résoudra les problèmes. Avec un monde politique qui dit de toute façon c'est America First, le reste n'est pas notre souci, quoi. Ce qui nous sauve, ce qui nous rassure, c'est qu'ils sont climato-sceptiques. Ils auraient beaucoup de mal à dire bon, on va investir dans la géo-ingénierie alors qu'on ne croit pas qu'il y a du changement climatique. Mais vous savez, la rationalité n'est pas leur fort, quoi. Donc je ne reposerai pas sur cet élément-là, quoi. Merci beaucoup.